Donc, Monsieur le ministre, Monsieur le député, Mesdames, Messieurs, je suis très heureux de vous accueillir pour cette seconde édition des rencontres de l'Institut de la protection sociale. Alors, votre présence nombreuse, comme celle des experts de premier plan qui nous font l'honneur d'être parmi nous aujourd'hui, témoigne déjà de l'importance de l'initiative, la démarche initiée par l'Institut, même c'est encore une création récente, c'est un jeune bébé. Tout est réuni donc pour une journée de qualité avec des débats riches et fructueux. Mais avant de débuter nos travaux directement, je vous propose de revenir quelques instants sur l'année écoulée et sur les débats du moment. Finalement, depuis notre rencontre de novembre 2012, comment a évolué la situation de la France sur les questions de retraite, de prévoyance et de financement de la protection sociale? Il y a, comme vous le savez, eu un certain nombre d'évolutions en la matière. Les débats, les réformes réelles ou supposées sont bien sûr à l'œuvre. Alors, comme vous le savez, l'Institut, c'est un laboratoire inédit, finalement, d'idées pour toutes les questions liées à la protection sociale de l'entreprise elle-même. Et son but est de promouvoir collectivement auprès des pouvoirs publics et des relais d'opinion les réflexions d'experts, des professionnels du conseil, en faveur d'une législation plus efficace de notre système de protection sociale. En quelque sorte, on va dire qu'on est entre experts sur ces sujets qui sont destinés au grand public. Et finalement, quel constat pouvons-nous faire? C'est que, au final, au niveau des objectifs poursuivis, notre système de protection sociale constitue incontestablement un réel atout socio-économique. En d'autres termes, on préfère vivre ici qu'au Bangladesh en termes de prise en charge de la retraite et de la prévoyance. Bon, le taux de charge sociale est plus élevé qu'au Bangladesh aussi, semble-t-il, même si je ne suis pas un spécialiste de ce pays. Mais la législation actuelle ne répond plus aux besoins et à la réalité de l'entreprise d'aujourd'hui. Trop technique, trop arbitraire, parfois trop injuste, l'univers de la protection sociale doit gagner en clarté aux yeux des principaux concernés par la réforme, c'est-à-dire les salariés, les entreprises et leurs dirigeants. En effet, au-delà des déclarations de principe sur lesquelles tout le monde est d'accord pour une protection sociale plus juste, plus efficace, une fois qu'on a dit ça, on n'a globalement rien dit, la protection sociale avec le temps est devenue complexe, instable et parfois très difficile à mettre en œuvre. Les débats actuels sur la prévoyance en sont la parfaite illustration. Les conséquences de cette situation, c'est une insécurité juridique croissante pour les entreprises, mais parfois aussi des trous de couverture pour les salariés, tout comme d'ailleurs pour les dirigeants. Alors, allez-vous me dire, il y a eu des réformes en 2013, est-ce que la situation s'est sensiblement améliorée? Pour ne pas se limiter aux effets d'annonce, mais à regarder la réalité. Alors, pour émettre un avis, je vous propose d'analyser ces changements intervenus à l'aune de 3 critères. Le premier, est-ce que les modifications apportées ont permis un système plus protecteur, plus simple, plus efficace pour les salariés, en l'occurrence, puisque ce sont ceux qui nous intéressent aujourd'hui? Est-ce que, deuxième critère, les entreprises disposent de systèmes plus sécurisés, moins coûteux? Et enfin, est-ce que les opérateurs, que ce soit les experts comptables, les assureurs, les mutuelles, les banques, eh bien, sont à meilleure enseigne que par le passé? En d'autres termes, est-ce qu'ils peuvent se consacrer à leur mission, qui est de conseiller entrepreneurs, les salariés, et bien évidemment de mettre en place des solutions facultatives, le cas échéant, ou est-ce qu'ils sont accaparés par d'autres tâches chronophages? Les spécialistes que vous êtes sentent déjà évidemment que la réponse est un peu dans la deuxième partie de l'affirmation. En 2013, 3 grands dossiers ont occupé la scène. La loi de financement de protection sociale pour 2013, la prévoyance avec à la fois la mise en conformité suite au décret du 9 janvier 2012, et puis bien sûr les retraites avec la réforme Hérault. Alors, tout d'abord, est-ce que la loi de financement pour 2013 a fait œuvre utile? Vous connaissez les faits. L'article 11 de la loi de financement va bouleverser assez profondément la protection sociale des TNS, puisqu'on va avoir ainsi une augmentation de la cotisation santé, on va avoir également donc la suppression de l'abattement des 10%, on a aussi l'extension de l'assujettissement des dividendes à charge sociale, bref, un ensemble de mesures qui, ajoutées à la hausse de la cotisation de la première réforme des retraites, on oublie qu'il y a eu une réforme des retraites dite François Hollande en 2012, milieu 2012, et l'augmentation des cotisations du régime complémentaire des ressortissants du RSI, eh bien, finalement, il y a eu quand même beaucoup d'évolutions. Quelles sont les conséquences de cette réforme? Premièrement, est-ce qu'il y a une amélioration des prestations? Aucune, quasiment aucune. Est-ce qu'il y a plus de sécurité pour les entreprises? Il n'y a quasiment pas eu d'impact pour les dirigeants, sauf qu'évidemment, les gérants majoritaires se sont pris une hausse de cotisation entre 12 à 27% de cotisation, ce qui est quand même très significatif. Et puis pour les opérateurs, est-ce que cette réforme finalement est pertinente? Eh bien, c'est l'exemple même
de la réforme inutile dans la mesure où, eh bien, depuis quelques mois, les experts comptables et les professionnels de l'assurance n'arrêtent pas de se poser la question pour savoir s'il faut repasser en SAS plutôt que de rester en TNS. Donc c'est vraiment une réforme utile en termes d'efficacité de gestion pour la collectivité. Non, clairement, on a une réforme qui n'apporte clairement pas grand-chose. En revanche, on a effectivement une réforme qui ravive la volonté de non-paiement des charges sociales. À titre personnel, moi qui interviens assez souvent dans des colloques ou des manifestations, aujourd'hui, la question, et je sais que certains d'entre vous la portent, eh bien, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas échapper aux charges sociales ? Il paraît qu'avec la construction européenne, on pourrait éviter le paiement de charges sociales. C'est un sujet qui revient. Ça me rappelle la grande époque CDCA des années 90, quand j'étais à l'époque jeune directeur de caisse de retraite, où on avait des mouvements dits contestataires. Donc, on voit bien que l'augmentation des charges fait que ça génère des effets pervers. Alors, si on parle maintenant de la prévoyance, 2 dossiers ont occupé les débats avec la mise en conformité des contrats collectifs, au regard du décret du 9 janvier, et la mise en œuvre de l'accord national interprofessionnel de janvier 2013, avec notamment ce fameux débat, pas tout à fait clos évidemment, des clauses de désignation ou de recommandation. Alors, quand on regarde le dossier de la mise en conformité, quelles sont les évaluations qu'on peut en faire ? Car vous savez que le décret du 9 janvier, repris avec la circulaire du 25 septembre 2013, eh bien, va modifier la règle du jeu pour les catégories objectives. Est-ce que c'est une amélioration pour les salariés ? Aucune. Clairement aucune. Est-ce qu'il y a plus de sécurité pour les entreprises ? Alors là, c'est le contraire. C'est le contraire, puisqu'il faut reprendre tous les dossiers, et on en parlait récemment avec Michel Oppo, qui suit ça de très près. On estime qu'aujourd'hui, il y a à peu près 80% de TPE qui ne sont pas, j'ai retenu le chiffre que tu nous donnais l'autre jour, à la conférence de presse, 80% des entreprises ne sont pas en conformité. Donc les entreprises qui étaient finalement dans les clous ne le sont plus et risquent un redressement alors même qu'elles n'ont pas voulu frauder. Donc là, on est vraiment sur une mesure qui est une mesure finalement sans impact positif. Et puis, est-ce que c'est bon pour les opérateurs ? Là encore, on est clairement dans la perte de temps sans avantage particulier pour les entreprises et nos ressortissants. Enfin, sur la mise en œuvre de l'ANI, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je ne veux pas trop développer. Ça a donné, au final, partant d'un projet généreux, a priori, qui était effectivement d'étendre la mutuelle santé pour les entreprises, eh bien, on arrive à un conflit pour le moins dur sur la fameuse question des clauses de désignation. On verra si, une troisième fois, le Conseil constitutionnel maintient sa position, puisqu'il y a déjà eu 2 décisions assez rigoureuses, assez cohérentes en la matière. On est vraiment ici sur un débat finalement qui va coûter cher, puisque cette mesure, vous savez, va coûter à peu près 3 milliards à 3,5 milliards pour les TPE. Et donc, est-ce que ça amène finalement une amélioration pour les salariés ? Certes, pour les entreprises de petites structures, mais il va falloir voir avec le temps les impacts que cela va avoir au niveau des branches. Peut-être qu'on va aller finalement vers des dispositions qui amèneront à la baisse des garanties santé. On va avoir aussi tous les salariés qui risquent fort, l'État voulant récupérer l'argent qu'il a donné d'une main, eh bien, qui risquent fort de devoir payer plus avec la réintégration de la part patronale des cotisations. Est-ce qu'il y a de la sécurité pour les entreprises ? Là, clairement, non. Et alors, sur l'efficacité au niveau des opérateurs, notamment les assureurs, les mutuelles et les institutions de prévoyance, vous me permettrez de faire jouer mon joker en la matière. Alors, clôturons ce propos sur la réforme des retraites. Une nouvelle réforme des retraites est engagée, et je suis heureux, évidemment, de prononcer ces quelques mots devant M. Woerth, qui, bien sûr, avait porté la réforme précédente. Donc, reposant sur des hypothèses de croissance et d'emploi pour le moins optimistes, je vous rappelle qu'on est sur une hypothèse de taux de chômage à 4,5, chose que chacun connaît, évidemment, depuis de nombreuses années, elle s'avère réduite en termes d'impact financier. M. Woerth aura l'occasion de nous le dire bien mieux que je ne le pourrais, mais les sommes économisées par la réforme Hérault sont de l'ordre de 7 milliards 300 millions, si on reprend les estimations, soit à peu près 4 fois moins que la réforme de 2010. Donc, pour être très clair, on reparlera certainement dans les prochaines années, si ce n'est dans les prochains mois, de réforme de retraite, sujet permanent. Mais à côté de la dimension financière, la réforme comporte un certain nombre de dispositifs néfastes, comme la mise en cause des règles de cumul emploi-retraite, ou comme les impacts aussi lourds du compte pénibilité qui ne manqueront pas de se manifester. Donc, je pourrais continuer encore longtemps, mais je n'abuserai pas de votre patience. L'an dernier, je disais qu'un examen précis de la protection sociale montre que notre système garantit mieux ce qui est accessoire, mais fréquent, au détriment de ce qui est grave, mais rare.
J'ajouterais qu'aujourd'hui, après l'année 2013, ils préfèrent souvent ce qui est complexe et non soumis à l'épreuve du réel. C'était vrai avant aussi, mais là, effectivement, on a une évolution assez forte. C'est la raison pour laquelle la mission de l'IPS est essentielle pour faire évoluer notre système de protection sociale vers plus d'efficacité et de justice sociale, évidemment. Alors, les rencontres d'aujourd'hui traduisent cette ambition. Elles sont consacrées à la thématique particulièrement d'actualité, à savoir la protection sociale des salariés. Le sujet est techniquement complexe, alors que les attentes des salariés comme des entrepreneurs sont fortes. Je remercie donc l'ensemble des experts qui nous ont rejoints ce matin pour confronter leur point de vue. Je remercie particulièrement M. Eric Woerth qui nous fait l'honneur d'intervenir ce matin en ouverture de cette journée. Et pour présenter nos travaux et faisant écho à cette analyse, je vous propose tout d'abord de visionner un film de quelques minutes. Il brosse le portrait des attentes du terrain qui font notre quotidien que vous connaissez bien. Il concrétise aussi les travaux et les actions que mène l'IPS grâce à ses membres, grâce à vous tous. Je vous invite maintenant à le découvrir.